Très bien, Alexander, nous sommes ici à Chattanooga, dans le Tennessee, pour l'événement du 1766 Law Center de Robert Barnes. Et aujourd'hui, nous allons parler de Merz. Que se passe-t-il avec M. Merz en Allemagne? On dirait qu'il est en difficulté. Et nous avons parlé de l'article dans le Telegraph, n'est-ce pas? Celui sur les États traîtres. Nous avons fait une émission là-dessus, il y a 3 ou 4 jours. Et maintenant, on dirait que Merz est dans une sacrée pagaille. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans une situation extrêmement délicate, comme aucun chancelier allemand ne l'a jamais été, à ma connaissance récente. Rappelez-vous, il n'est chancelier que depuis très peu de temps. Habituellement, en Allemagne, quand quelqu'un devient chancelier, il reste en poste un certain temps. Même Olaf Scholz, que les gens considéraient comme un chancelier inutile, est resté chancelier pendant des années. Il a fallu un certain temps avant qu'il parte. Et il a fallu une élection. Eh bien, on dirait que Merz se désagrège beaucoup plus vite. Donc, en bref, nous avons maintenant une crise politique en Allemagne qui s'ajoute à une crise économique. Nous avons récemment fait une émission sur Volkswagen. Volkswagen a annoncé une nouvelle chute massive de ses bénéfices. BMW, j'allais dire BMW. Il supprime des emplois. La situation de ces deux constructeurs automobiles devient de plus en plus critique. Nous avons aussi, comme nous l'avons évoqué dans cette autre émission réalisée très récemment, d'importantes élections dans 2 Länder d'Allemagne de l'Est, le Mecklembourg et la Saxe. Tout cela converge donc très vite. Et par-dessus le marché, l'Allemagne a connu une crise politique, avec un consensus général sur le fait que Merz l'a mal géré. Cela commence avec le chef de file parlementaire de la CDU, un homme politique nommé Jens Spahn. Spahn est un homme politique assez connu en Allemagne. Il est relativement jeune, il est plutôt agressif. Ce n'est pas l'ami de tout le monde, disons les choses ainsi. Il a des opinions très tranchées sur toutes sortes de sujets. On dirait Merz. Tout à fait comme Merz, il a des positions très tranchées. Il est en couple avec un homme et il a décidé, ils ont décidé, d'avoir des enfants. Ils ont donc eu recours à une mère porteuse aux États-Unis. Jusque-là, on pourrait dire que c'est tout à fait normal, mais pas en Allemagne, car en Allemagne, la gestation pour autrui est illégale. Et Spahn a été l'un des défenseurs les plus ardents du maintien de cette interdiction. Donc, il n'y avait pas de problème. Le décalage est donc immense entre ce qu'il dit, ce pourquoi il fait campagne, et ce qu'il fait réellement. Et bien sûr, il a tout fait en privé et, autant que possible, en secret. Il a été interrogé sur les naissances par mère porteuse dans une émission en Allemagne. Il a participé à des rassemblements politiques sur ce sujet. Il n'a pas révélé qu'il était déjà impliqué au moment même où il donnait ses interviews et faisait ses déclarations dans ce qui se passait aux États-Unis. Vous savez, dans la gestation pour autrui, dans la parentalité par mère porteuse aux États-Unis. Évidemment, le scandale a éclaté. Les informations sont sorties. Un scandale énorme. Spahn lui-même a essayé de s'en sortir par des explications. Évidemment, il n'y est pas parvenu et il a été contraint de démissionner. C'est donc déjà un coup dur pour la CDU, à tous égards. Je veux dire, pour n'importe quel parti politique, voir une personnalité aussi importante contrainte de démissionner de cette manière va forcément causer des dégâts politiques. Mais Merz a décidé de trouver un moyen de limiter les dégâts, et il l'a fait en ordonnant un vaste remaniement gouvernemental. Au Royaume-Uni, nous avons normalement des remaniements tous les 8 mois. On remanie le gouvernement en permanence. Les premiers ministres, tout le monde. J'allais dire, presque aussi souvent que nous changeons de Premier ministre. En Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça. Après les élections, les gouvernements sont négociés entre les partis, qui forment des coalitions. Et lorsqu'ils forment des coalitions, il est très inhabituel que des ministres, aussi mauvais soient-ils,
soit poussé vers la sortie en cours de mandat. Je veux dire, vous savez, Habeck, Baerbock, ils sont restés en poste pendant toute la durée du gouvernement d'Olaf Scholz. Il est donc inhabituel qu'il y ait un remaniement. Mais Merz l'a fait cette fois parce que, comme je l'ai dit, il voulait détourner le débat de Spahn. Et il sait, comme tout le monde le sait, comme tous les Allemands et la plupart des Européens le savent, que le réseau ferroviaire allemand est dans un désordre total et absolu. Il souffre d'un sous-investissement massif. Il est de plus en plus désorganisé. Il a donc annoncé qu'il allait nommer un nouveau ministre des Transports, avec pour mission précise de réorganiser les chemins de fer. Et il a décidé de nommer un homme appelé Grünzler, qui, un peu comme Merz lui-même, n'a aucune expérience du ferroviaire, de la logistique, des transports, ni de rien de ce genre. Son domaine, c'est la finance et l'audit. Mais enfin, c'est l'homme que Merz a choisi comme nouveau ministre des Transports. Grünzler a donc accepté. Une conférence de presse avait été organisée et Merz devait annoncer cette nouvelle nomination. Et puis, quelque chose s'est produit. À 4 heures du matin, avant même que la conférence de presse ait lieu, Grünzler a envoyé un SMS à Merz pour l'informer qu'il n'allait pas devenir, qu'il avait décidé de refuser le poste de ministre des Transports. Il a dit qu'il n'était pas la bonne personne pour ce poste. Son expérience était dans l'audit et la finance. Il ne connaissait pas vraiment les chemins de fer. Ce n'était pas lui qu'il fallait pour faire ce travail. Merz s'est donc retrouvé dans une position très difficile. Il est entré dans la conférence de presse. Il avait annoncé qu'il allait y avoir un remaniement. Il avait dit qu'il allait confier les rênes à l'homme qui allait remettre les chemins de fer en ordre. Et bien sûr, il a découvert qu'il n'avait pas la personne qu'il avait choisie pour régler le problème des chemins de fer. Et toute la conférence de presse a été un désastre. Et puis ça a continué les jours suivants. Beaucoup de gens au sein de la CDU étaient très en colère. Il y a eu beaucoup de reproches adressés à Merz. Et dans les jours qui ont suivi, durant la dernière semaine de juillet, en fait, beaucoup de critiques contre Merz au sein de la CDU. Tout cela se produit alors même que ces élections sont en cours dans l'Est de l'Allemagne, dans les 2 Länder allemands. Les États traîtres, si vous vous en souvenez, c'est ainsi que Merz les a qualifiés. Oui, les États traîtres. Tout ça. Et ça n'a pas aidé d'ailleurs. Les appeler ainsi n'a pas aidé dans ces 2 Länder. Cela a contrarié et mis en colère les gens sur place, sans surprise. Mais Merz et la direction de la CDU ont tous été mobilisés pour tenter de réparer les dégâts de cette tentative de remaniement catastrophique. Et les dernières informations, c'est que les partis de la CDU en Saxe et en Mecklembourg disent avoir été abandonnés par la direction à Berlin, abandonnés par Merz lui-même. Ils voient l'avance de l'AfD se creuser et ils se plaignent auprès de la direction de la CDU. Et la direction de la CDU leur répond. Apparemment, des rumeurs circulent désormais. Si l'AfD gagne dans les 2 Länder et obtient des majorités dans les 2, ce qui commence à paraître possible, alors la direction de la CDU demandera à Merz de démissionner. Or, en politique allemande, ce serait sans précédent. Qu'un chancelier en fonction depuis très peu de temps, mais qui a remporté une élection, soit prié de partir. Cela arrive au Royaume-Uni. Cela n'arrive pas en Allemagne. Ce serait une rupture extraordinaire avec les précédents politiques allemands qu'un chancelier soit contraint de démissionner de cette manière. Alors, pourquoi ne pas simplement convoquer des élections? Eh bien, pourquoi ne pas organiser des élections? Pourquoi ne pas simplement organiser des élections et voir ce que le peuple décide? Ou bien ils ne peuvent pas le faire? Il ne peut pas faire ça. Eh bien, Merz ne le peut probablement pas. Je veux dire, le mécanisme pour convoquer des élections anticipées en Allemagne est très compliqué.
ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et si vous vous retrouvez avec un tout nouveau chancelier de cette manière, après tous ces scandales, en pleine crise économique et politique en Allemagne, eh bien, la logique voudrait qu'on convoque des élections. Mais ils ne vont pas en convoquer, parce qu'ils craignent que si des élections ont lieu, l'AfD sinon gagne carrément, augmente fortement sa présence et améliore sa position au Bundestag. Et la seule chose sur laquelle ils sont tous unis, c'est que ça ne doit pas arriver. Voilà. Pas d'AfD. Ils sont tous unis derrière ça. Dernière question. Que disent les trois États à ce sujet? Que dit la CDU de ce plan secret concernant les trois États que le Télégraphe a publié l'autre jour? Eh bien, je pense que l'état d'esprit au sein de la CDU, c'est que c'était encore une grosse manœuvre de Merz pour essayer de détourner la discussion de lui-même. Mais bien sûr, ce qu'il a fait, c'est ramener l'attention sur le fait que la CDU semble bien partie pour perdre en Mecklembourg et en Saxe. Donc, en réalité, c'était encore un énorme, parce que ça a renforcé l'idée que l'AfD va gagner dans ces deux Länder. Et bien sûr, ça a contrarié et mis en colère beaucoup de gens dans ces deux Länder, y compris d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont historiquement soutenu la CDU. C'était encore une décision de Merz incroyablement mauvaise, maladroite et mal évaluée. C'est un terrible politicien. Absolument. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que si les élections avaient eu lieu et que l'AfD l'avait emporté, et qu'ensuite Merz, Ursula et tous les autres avaient mis ce plan en œuvre sans en avoir parlé avant les élections, alors, vous savez, il y aurait eu un certain soutien à ce projet au sein de la classe politique allemande. Mais parler de ce plan avant les élections, c'était une chose incroyablement stupide à faire. Il y a autre chose d'ailleurs. Les dirigeants de l'Union européenne seraient apparemment très inquiets à ce sujet. Parce que Scholz est parti. Macron va partir, parce que son mandat arrive à son terme. Et rien n'indique clairement qu'en France, la personne qui succédera à Macron sera aussi attachée que lui à la coalition des volontaires et au projet Ukraine. Bardella, ils ne le connaissent pas vraiment et ne le comprennent pas très bien. Et ils comptaient sur Merz pour prendre la tête de la coalition des volontaires, une fois que Macron et Starmer seraient partis. Donc, si Merz s'en va, cela ouvre la politique allemande, ou pourrait l'ouvrir. Et apparemment, cela suscite beaucoup d'inquiétudes à Bruxelles. Même si Ursula et Merz ne s'aiment pas, on a désormais le sentiment que tout cela a été si mal géré que cela compromet en fait le projet ukrainien. Je veux simplement rappeler ou dire à nos téléspectateurs, ceux qui ne participent pas avec nous à la 76e convention du Law Center, ici à Chattanooga, quelque chose que vous avez dit hier au public. Vous avez demandé à quel point la situation en Europe est-elle inquiétante et y a-t-il quelque chose qui vous donne de l'espoir? Et vous avez répondu, il y a quelque chose qui me donne de l'espoir, l'incompétence totale des dirigeants européens. J'allais le dire. Eh bien, vous l'avez dit. Vous l'avez bien dit. Et tout le monde a ri. Eh bien, nous y voilà. On voit à quel point Merz se révèle totalement incompétent. On pourrait voir Alice Weidel et Marine Le Pen arriver au pouvoir. Et si cela se produit, et Burnham pour le E3, alors oui, si Marine Le Pen et Alice Weidel devenaient les dirigeantes de l'Allemagne et de la France, cela aurait un effet sur la politique britannique. À ce stade, même les plus durs au Royaume-Uni pourraient commencer à reconnaître que le projet Ukraine a pris l'eau, qu'il s'est heurté à un mur. Alors c'est peut-être ce qui pourrait réellement aider Burnham si c'est vraiment ce dont il veut se sortir. L'Allemagne et la France sont donc importantes. La seule raison pour laquelle Weidel et Le Pen pourraient gagner, c'est l'incompétence des dirigeants européens. Voilà. Ils sont tellement incompétents que, malgré tous les outils dont Ursula a parlé, comme vous l'avez rappelé à maintes reprises, ils réussissent quand même à tout gâcher. Et ça a tout gâché, complètement et totalement.
has completely and utterly messed up. How does it affect Maloney? That'll be my last question. Quel effet cela a-t-il sur Meloni? Ce sera ma dernière question. Donc vous avez Weidel, et puis vous avez un Burnham qui n'est pas très chaud sur l'Ukraine. Et je pense que ça montre qu'il n'est pas comme Starmer. Je veux dire, il fera tout ce qu'il doit faire. L'Ukraine à 100%, je vous soutiens, Zelensky. Il dit tout ça. Mais je pense qu'on le voit dans son discours et dans son langage corporel. Il n'est pas très chaud sur l'Ukraine. Il ne serre pas Zelensky dans ses bras. Il ne lui tourne pas autour. Je pense que Zelensky lui-même l'a remarqué. Oui, en effet. Starmer est parti. Et ce type ne semble pas tant que ça adhérer au projet Ukraine. Qu'est-ce qui se passe alors avec Meloni, elle aussi? What happens then with Maloney as well? Oui, d'accord. Parlons juste très rapidement de Burnham. Maintenant, nous avons les grands pays de l'Union européenne. Because Burnham was apparently maneuvered into Parce que Burnham a, semble-t-il, été manœuvré pour rencontrer Zelensky en tant que premier dirigeant étranger qu'il voyait. Il n'en était pas content, c'est ce qui se dit, et il était habillé de façon décontractée. Apparemment, c'était intentionnel, comme une sorte de signal montrant qu'il n'était vraiment pas content d'être placé dans cette situation. Et certains disent qu'il n'a pas seulement refusé de prendre Zelensky dans ses bras. Vous savez, Starmer, lui, prenait Zelensky dans ses bras. Burnham ne l'a pas fait. Mais apparemment, il ne lui aurait même pas serré la main. Cela dit, je n'en suis pas sûr. Sois gracious. It was definitely not Starmer. Let's just put it that way. Ce n'était clairement pas Starmer. Disons les choses comme ça. Le langage corporel ne collait pas du tout. Ce n'était clairement pas Starmer, oui. Passons à Meloni. Meloni, je pense que si Weidel et Le Pen arrivent, elle se retrouve dans une position très difficile, vraiment. Parce qu'elle a été élue pour être comme Weidel et Le Pen. Et Weidel et Le Pen formeront presque certainement une sorte d'axe entre elles, même s'il y a des différences. Enfin, Le Pen est bien plus conformiste que Weidel. Mais Meloni sera probablement laissée de côté parce qu'elle s'est trop identifiée à Ursula. Et je pense qu'en Italie même, où Meloni a déjà un peu perdu de son éclat, on va voir les critiques contre elle s'intensifier. On dit que toutes sortes de personnes manœuvrent désormais contre elle. Salvini est toujours là. Il y a aussi un ancien général italien, dont je sais très peu de choses, mais qui s'est ouvertement montré critique à l'égard du projet Ukraine et du rôle de l'Italie dans ce projet. Et apparemment, il gagne beaucoup de soutien en Italie. Je pense que si cela se produit, si nous avons ce séisme politique en Europe, alors Meloni apparaîtra comme la dirigeante d'hier plutôt que comme celle d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'elle a aussi des problèmes avec Trump. Non, elle a des problèmes avec Trump. Alors vous savez, ça pourrait ne pas être une bonne chose. Il ne faut pas aller trop vite. Merz est toujours là. Macron est toujours là. La classe politique française est incroyablement habile pour manipuler les élections et les résultats politiques. En Allemagne aussi, les obstacles restent considérables pour l'AfD. Ils n'ont pas encore remporté les élections en Mecklembourg et en Saxe. Et nous ne savons pas s'ils obtiendront une majorité, même s'ils remportent les élections dans ces deux endroits. Donc, il ne faut pas se précipiter. Mais pour l'instant, tout semble s'effondrer. Et l'homme dont ils attendaient tous qu'il soit le grand dirigeant qui unirait l'Europe autour du projet Ukraine. C'est vos braces à house. Je dois dire que j'ai été surpris. J'avais beaucoup entendu parler de Merz au fil des années. Un homme d'affaires qui avait réussi, qui avait gagné énormément d'argent. Certains continuent d'écrire qu'il est milliardaire, ce qui, soit dit en passant, n'est pas le cas. Il est très loin d'être milliardaire. Il vaut peut-être 20 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent, mais c'est pas un milliardaire. Donc voilà. Mais j'avais entendu toutes sortes d'histoires sur son immense réussite, comme homme d'affaires, comme avocat et tout le reste. Et je pensais que ce serait un dirigeant vif, intelligent et fort. Eh bien, on voit qu'il s'est révélé
être un clone complet. But he's turned out to be a complete clown. Yeah. BlackRock Mertz. Oui, BlackRock Mers. Très bien. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo sur theduran.locals.com. Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Nous avons aussi une grande promotion d'été sur les produits dérivés dans la boutique Duran. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et nous sommes également sur Substack. Tous les liens se trouvent dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Description box down below. Take care.